Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de cette conférence parce que d'autant plus que Bertrand est allé sur mon territoire du jeu de mots en parlant d'ouverture sur le monde. Et moi, cette conférence me fait penser à un petit poème persan, dont je vais juste vous donner un extrait. Rien n'est jamais fermé, sinon tes propres yeux. Et je rebondis sur le propos de Benoît Fabre tout à l'heure, qui à 2 reprises a cité le mot d'utopie. Et j'aimerais bien que cette conférence, avec nos invités, que je vais appeler Delphine, Christophe, Dominique et Sébastien, oui, qui est là, nous rejoignent sur l'estrade pour parler un petit peu d'utopie, parce qu'on parle effectivement, on va parler de développement durable, d'économie circulaire, mais au-delà de ça, des actions concrètes qui peuvent être menées. Et je pense que si on n'a pas d'utopie pour pouvoir mener à bien nos projets, eh bien, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il nous restera. Je vous invite à monter sur scène. Merci de leur réserver un bon accueil pour une conférence qui durera à peu près pas moins de 2 heures, je pense. 2 heures et demie. Je vous en prie. Avançons donc. Voilà. Donc montez sur scène. Je vais me mettre au bout, moi. Voilà. Alors, mettez-vous. Je me loin de ce monsieur. Ah non, j'ai pas. Non, j'ai des petites traditions, des petites manies. Mettez-vous là, à côté de moi. C'est quoi la tradition? C'est que je me mets au milieu. Je me mets au milieu. Ah bah allez-y. Non, je ne me mets pas. Je ne me mets pas. Non, voilà. Voilà, je préfère tous vous avoir et vous présenter, rentrer dans le vif du sujet, parce que le temps nous est compté. Vous présentez donc Delphine Barbeau, qui est cofondatrice du projet Rupture, dont on parlera tout à l'heure. Coprésidente et fondatrice aussi du projet The New One. Oui. Peut-être qu'on pourra en toucher 2 mots, puisqu'il intervient sous l'égide de l'utopie, ce monde en mutation, ce monde en perpétuel changement qui est le nôtre. Nous avons notre local de l'étape, Dominique Ravon, donc dirigeant associé du groupe Durée Immobilier, donc un opérateur incontournable sur le territoire. Sébastien Bonnet, directeur général d'Orion, l'agence d'aménagement de La Roche-sur-Yon et un petit peu alentour. Et de temps en temps autour. Et de temps en temps autour. Et puis merci de votre accueil, Christophe Klotz, donc directeur RSE et environnement, donc au sein de ce très bel établissement. Je voudrais démarrer très vite dans le sujet. On parlait d'utopie, donc rupture. Ouais. Voilà, vous aurez un micro à vous partager avec Dominique. Nous parler un petit peu de ce projet, Rupture, qui est le vôtre. Qu'est-ce qui vous anime? Quelle est votre raison d'être? Et qu'est-ce qui peut nous donner envie dans ce milieu du développement durable et de l'économie circulaire, des termes souvent galvaudés, qu'est-ce qui peut donner sens à nos actions aujourd'hui? Alors, Rupture, c'est une association qui a été fondée il y a 7 ans maintenant par des dirigeants vendéens et ligériens. Essentiellement, moi, je n'étais pas fondatrice. Tous ces dirigeants avaient pour point commun de se dire il faut qu'on revoie nos modèles, il faut qu'on change nos manières de faire. Et ils ont créé Rupture avec cette raison d'être qui est de mettre en avant une économie plus créative, plus inclusive, plus environnementale. Donc aujourd'hui, Rupture rassemble 400 membres qui sont à la fois des dirigeants d'entreprise, mais pas que. Les salariés des entreprises, c'est une vraie différence. Il y a des étudiants, des écoles, des particuliers. L'idée, c'est de se dire que pour faire les transitions, il faut d'abord faire société. Pour faire société, il faut pouvoir rassembler un maximum de personnes. Donc ça a été la vraie force de Rupture, de pouvoir rassembler différentes personnes pour imaginer et avancer sur ces nouveaux modèles. Et l'action de Rupture se caractérise en 4 champs. Il y a d'abord les chantiers Rupture, qui sont concrètement comment est-ce qu'on fait évoluer les modèles. Donc il y a un chantier autour de la construction du BTP, notamment sur qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille les déchets. Il y a un chantier autour de la triple comptabilité. La triple comptabilité, c'est de considérer la comptabilité sous d'autres prismes, social, sociétal, environnemental. Donc c'est vraiment une autre manière de penser comptabilité. Il y a plusieurs chantiers comme ça qui sont faits tout au long de l'année, qui rassemblent les membres de l'association.
Il y a un deuxième pilier qui est l'inspiration, c'est-à-dire que chaque année, l'association organise des journées bleues. Donc là, c'est plutôt des moments d'inspiration, pareil, ouverts à tous. Le dernier était juste avant les vacances au Potager Extraordinaire en Vendée. Il y a une troisième piste d'action qui est le label Rupture. Donc là, le label Rupture, c'est de pouvoir encourager des initiatives. Aujourd'hui, on a 14 labellisés, donc 14 entreprises labellisées qui œuvrent essentiellement dans l'économie circulaire. Et donc, on sait comment est-ce qu'on encourage ces initiatives. Et le quatrième pilier qui est la transmission, qui est un point extrêmement important chez Rupture, c'est comment on sensibilise les plus jeunes aux enjeux d'aujourd'hui. Et donc là, c'est un jeu qui a été mis en place par les équipes de Rupture. Et donc, c'est des ateliers qui sont faits dans les écoles, collèges, lycées, éducation, enseignement supérieur, autour des enjeux environnementaux. Sébastien, ces initiatives telles que Delphine les évoquait, en quoi peuvent-elles enrichir le débat du moment, parce sur l'acte de construire, mais pas que, ce besoin aussi urgent de construire, vous, à l'échelle d'Orion, en quoi de telles initiatives qui tournent autour de l'économie circulaire, la triple comptabilité et autres, peuvent-elles enrichir votre réflexion d'aménageur à La Roche-sur-Yon? Bonjour. Écoutez, moi je répondrais à ça que finalement Rupture, c'est un peu comme dans l'industrie, la recherche fondamentale, parce qu'on va très loin dans l'utopie. Après, dans la mise en œuvre, dans l'application au quotidien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, nous, on travaille avec Rupture sur la zone d'activité du futur, de demain, et on voit bien qu'entre ce que réfléchit Rupture et la mise en application, il y a un très très grand fossé, quoi, et qui va être long à combler et qui va se faire petit à petit dans le temps. Mais si Rupture n'est pas là pour faire cette utopie, pour construire cette utopie, bah, on comblera. On commencera tout juste pas, on comblera pas le fossé, jamais. Mais voilà, donc je pense que c'est essentiel, mais c'est notre rôle, nous, d'opérateurs, de prendre l'utopie de Rupture pour essayer d'en faire une réalité. Mais sans doute pas dans la rupture, parce qu'on n'y arrivera pas. Le changement est tellement pas important que dans la rupture, ça va quand même être compliqué. Ça laisserait trop de monde sur le bord de la route. Christophe, justement, vous êtes un petit peu un funambule entre réalité et utopie. Vous avez le micro. Voilà. Je sais pas. Oui, ça marche. Il marche bien. Entre donc cette réalité concrète et l'utopie, comment votre quotidien au sein de K-Line, dans la démarche RSE et environnement, peut-elle prendre place? C'est extrêmement intéressant d'avoir entendu les deux premières interventions, parce que la première, elle est sur la vision, le long terme, ce qu'on doit faire, là où on doit aller, là où on doit tous aller ensemble, faire ensemble. Et mon voisin, lui, est très pragmatique, comme nous on peut l'être, et faut être, en fin de compte, faut être dans les deux. Votre question, elle était plutôt sur la manière pratique. Votre quotidien d'être pratique, oui. Tout en ayant effectivement cette vision, mais pour autant, vous avez un quotidien. Complètement la vision de Rupture, qui est en fait une vision assez partagée, bien au-delà d'ailleurs du monde du bâtiment et du BTP en général. Si vous allez voir des amis dans d'autres univers, vous allez voir quelque part, ils ont les mêmes propos. La manière de le mettre en œuvre est complètement différente. Lorsque vous êtes un fabricant, ce qui est notre cas, faut être pratique. Et puis faut, surtout, qui plus est, lorsque vous êtes un leader, vous devez en plus montrer l'exemple, vous devez montrer la voie, montrer que c'est possible. Et il y a des moments où, sans jeu de mots, il y a des ruptures à mettre en œuvre. Et ce qu'a évoqué Benoît Fabre, avec notamment cette nouvelle usine, cette nouvelle fonderie aluminium qui sera la plus performante de France, qui va produire de l'aluminium 100% recyclé, c'est le passage à l'utopie, enfin, de ce vers quoi on doit aller sur le très long terme et le concret. Et donc d'ici quelques mois, voilà, c'est la capacité, pas seulement nous, parce que c'est une fonderie qui va être... dont l'aluminium sera disponible pour d'autres et pas seulement pour nous, ce qui explique pourquoi on a été accompagné par la BPI. Eh bien voilà, on va avoir concrètement à l'échelle des Pays de la Loire et de la Vendée en premier, puisque c'est le pôle aluminium du Grand Ouest qui va en profiter, on va avoir à notre disposition
une matière première extraordinaire qui va nous permettre de franchir un cap très significatif. On a l'impression, Dominique, en tant que local de l'étape, hein, qu'il y a des initiatives vendéennes, il y a un bouillonnement. Est-ce qu'il y a une particularité territoriale qui fait que... Une recette locale. Voilà, une recette locale. Je crois que même qu'Emmanuel Macron s'est intéressé à cette recette locale. C'est qui, Emmanuel Macron? D'accord, bon, merci Dominique. Non, Emmanuel Macron est venu ici sur ce territoire, oui, parce que on a dû lui parler dans ses cabinets d'un modèle qui avait le taux de chômage le plus bas de France et qui a détenu le record pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, entre, je crois, les Herbiers et Montaigu, la bataille perdure. Et il est venu voilà, pour comprendre pourquoi. Il y a une raison très particulière, c'est que c'est un territoire où, historiquement, les chefs d'entreprise, ce sont des entreprises familiales détenues avec des capitaux, leurs propres capitaux. Hein. C'est, à l'origine, je prends cette entreprise qui est le groupe Liébaud. Groupe Briand, à l'origine, il faut savoir, c'est une forge. Hein. Anselme et Jeanne Briand créent une forge. Un jour, ils décident de construire des bâtiments métalliques. Et puis, de fil en aiguille, Roger Briand, avec André Liébaud, décident de développer chacun à leur tour dans leur spécialité. L'un, l'architecture métallique. Le deuxième, tiens, Westalu, je vais habiller les tours de verre et je vais créer, tiens, un jour, une fenêtre qui va s'appeler Caline et qui est devenue Caline, hein, et qui sera leader sur son marché de la fenêtre aluminium. Et ça vient de là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont réinvesti leurs propres deniers, leurs résultats, emprunté, pris des risques, amené avec eux leur équipe, et puis ont montré l'exemple. Ce sont des capitaines d'industrie. La particularité du territoire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que derrière un village de 4000 habitants, il y a une entreprise, une usine qui est leader mondial dans son univers et qui n'a pas peur et qui n'a pas froid aux yeux et qui n'attend pas d'Emmanuel Macron et de ses équipes des subventions et qui décide un jour d'investir, qui décide un jour de créer rupture. Ce sont des chefs d'entreprise. Alain Duré, par exemple, du groupe Duré, aujourd'hui c'est repris par Jérôme, fait partie du conseil d'administration. Moi, je me rappelle très bien, Alain me dit, tiens, on va créer une association avec des chefs d'entreprise. Je ne sais pas trop, ça va être une rupture, mais ça va nous faire poser des questions et peut-être qu'on va trouver des dénichés, ou en tout cas, on va réfléchir ensemble à des solutions. Et ça fait partie de l'esprit vendéen qui est très particulier. Il n'y a pas ici ou peu d'investisseurs avec des fonds de pension, ou en tout cas une exigence sur la rentabilité. Si vous ne faites pas de résultats, bah, tant pis. Si vous en faites, vous le réinvestissez et puis vous distribuez dans la longueur. Il y a une pérennité. Il y a une pérennité dans l'entreprise. On n'hésite pas à imaginer une entreprise sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et non pas sur le dernier exercice comptable. Et ça change tout. Ça change la donne. Ça rejoint à rupture sur le fait de voir à long terme et avoir une vision. Voilà l'esprit local, justement. Et moi, je voulais... on m'avait posé la question où on peut faire en Vendée un accueil d'Olema et des membres de la FPI. Ben, je trouvais que c'était le bon endroit et l'endroit doublement ici, dans une entreprise qui est quand même leader sur le plan national. Delphine, je vous voyais opiner du chef. Un mot complémentaire sur le propos de Dominique? Oui, enfin, j'adhère complètement. On est en vendéenne aussi, un petit peu de. Mais il y a aussi, je rajouterais au modèle vendéen. Enfin, on avait évoqué. Louis Gallois parlait d'un modèle à la vendéenne, d'une manière de faire à la vendéenne. Et c'est vrai qu'il y a une manière d'entreprendre à la vendéenne. Je rajouterais juste aussi une solidarité aussi des entreprises vendéennes. C'est-à-dire que les entreprises vendéennes, elles ont cette capacité à ne pas être que dans leur silo, dans leur domaine d'activité, de pouvoir s'ouvrir à des activités qui sont connexes et de permettre à des activités connexes de se développer. En Vendée, il y a aussi une entreprise qui s'appelle Hoffman Green qui fait du ciment décarboné et qui existe grâce à ce fonctionnement vendéen et par le fait qu'effectivement des entrepreneurs vendéens aient soutenu ce projet à la base. Donc j'adhère complètement. Oui. Corallium, Hoffman Green, on revient un petit peu à cette notion d'économie circulaire. Sébastien, vous me disiez lorsqu'on avait préparé cette conférence que l'économie circulaire est un sujet qui bien évidemment vous occupe, mais pas que, parce qu'il y a aussi la consommation foncière
sur le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, comment se gère cette consommation foncière dans une perspective durable sur le département ? Alors, effectivement, nous, en notre qualité d'aménageur, mais aussi d'agence de développement économique, donc nous, on aménage des quartiers d'habitat et des parcs d'activités. Aujourd'hui, notre principale problématique, c'est la rareté foncière et la dureté foncière. Et on considère que c'est notre sujet du moment et notre sujet pour les années qui viennent, et que finalement, les questions d'économie circulaire, de biomatériaux passent en second plan. Tout en sachant que nous, en tant qu'aménageurs, ça n'a jamais été au premier plan pour nous. Considérant, c'est ce que je vous disais, que ces problématiques-là sont d'ordre individuel dans la construction du logement. C'est de la responsabilité plus de l'acheteur, et c'est plutôt l'acheteur qu'il faut sensibiliser, et que l'aménageur, son rôle, c'est plutôt d'organiser un collectif, et de faire que ce collectif s'intègre bien dans l'environnement déjà existant. Or, quand on parle d'économie circulaire, de biomatériaux, alors peut-être pas sur les fluides, sur les énergies, etc., où là, l'aménageur peut avoir effectivement un rôle dans la production, le partage de la production des fluides, je pense à l'énergie, mais aussi à l'eau. Mais pour le reste, on est plutôt dans cette logique aujourd'hui. Notre priorité, c'est la rareté foncière, que ce soit sur les quartiers d'habitat, où on travaille actuellement à la demande, je vois le responsable, directeur de l'aménagement de l'agglomération de La Roche qui est là, travaille sur la densification des quartiers d'habitat en extension urbaine. Orion, on a un ZAC de 200 hectares qui s'appelle la Marronnière, tout le quart sud-est de La Roche-sur-Yon, qu'on travaille depuis 20 ans, par plot petit à petit, plutôt sur du terrain à bâtir traditionnel. On a fait des expérimentations, des plots sans voiture, etc. C'est notre rôle d'aménageur d'expérimenter, et d'expérimenter pour donner une réalité économique que vont pouvoir reprendre les opérateurs privés que vous êtes en face. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur la densification de ces îlots. Donc là, on a un sujet à 45 logements à l'hectare qui va nous amener à avoir un îlot de 140 logements où il y aura encore un peu de terrain à bâtir, mais pas beaucoup, organisé sous forme de hameaux. Mais quand vous allez voir les villages vendéens qui ont été construits dans le 19e, 20e siècle, ils sont tous sous forme de hameaux. Et quand vous allez dans l'Est vendéen, vous regardez rentrer dans les centres-bourgs, toutes les maisons sont en R+1. Donc aussi, on va imposer le R+1 en maison individuelle, très clairement. Et puis, on va intégrer des programmes collectifs, à la fois des programmes collectifs, on aura un programme de 90 logements avec parking silo à l'intérieur d'un quartier d'habitat où on retrouvera du terrain à bâtir. Et puis des petits programmes collectifs aussi sur des plots de 8 à 12 logements où actuellement, je vous le disais, on a beaucoup de collectivités qui nous sollicitent en conseil sur ces questions de petits programmes collectifs avec une réponse du marché privé en tant qu'opérateur qu'on a du mal à trouver. Très clairement, on a du mal à trouver des opérateurs pour se positionner sur ces typologies de programmes en dessous de 20 logements. Et c'est un vrai souci parce qu'on voit bien que dans les programmes d'aménagement qu'on a, ça va être une réponse demain aux exigences de densification et de rareté foncière, parce que c'est pas... à Bourg-Père, par exemple, je pense à Bourg-Père, avant qu'on fasse un programme de logement de 80 logements R+4, il va s'écouler encore quelques décennies. Par contre, la réglementation et la dureté foncière va faire qu'on va devoir faire du R+1, R+2 sur du 10-20 logements assez rapidement, sous peine de rien faire du tout, parce que l'État ne l'autorisera pas. Donc voilà, c'est principalement ça nos sujets. Et puis la même chose sur les parcs d'activité, de manière encore plus prégnante, parce que la pénurie foncière sur les parcs d'activité est encore plus forte que sur l'habitat. Et qu'en plus, il y a un jeu de vase communicant. Vous savez que la zéro artificialisation fait que les collectivités doivent arbitrer entre le développement de l'habitat et le développement économique sur l'affectation du foncier. Et plus on en met pour l'habitat, moins on en met pour les activités économiques et inversement. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et donc voilà. Donc je pense que notre rôle, nous, en tant qu'aménageurs, c'est d'accompagner les collectivités sur ces problématiques-là actuellement. En tant qu'opérateur, Dominique, si tu peux compléter ce propos de cette difficulté de construire sur des villes, des petites villes, ouais, voire des communes rurales, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible. Une opération à 20 logements ou 15 logements, on ne peut pas la sortir. Et puis, c'est pour une raison aussi très simple. C'est les investisseurs sur ce type de territoire sont des locaux.
Hein. Ils ne viennent pas de Lyon, ni de Marseille, ni de Paris. Ils ne sont pas conseillés par des gestionnaires de patrimoine. Ce sont des locaux qui investissent. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la concurrence est rude, tout simplement parce qu'en même temps, vous avez le maire qui vous sort deux lotissements et qui sont à des prix très attractifs. Donc, vous voyez qu'un T2 correspond quasiment au prix d'une maison de 500 mètres carrés de terrain. Ça ne fonctionne pas. Il y a des paradoxes qui sont, au niveau commercial, qui sont impossibles à faire. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours rêvé d'une chose très simple, c'est que si on n'avait pas de PLU tout court, on pourrait faire une petite expérience de 2 ans sans PLU, et puis essayer d'imaginer de sortir tous les produits du monde dans tous les territoires. Car aujourd'hui, nous sommes sollicités par les maires pour aller sur tout leur territoire. Nous sommes obligés de dire non, tout simplement, à des communes ou des villes de moins de 15 000 ou 20 000 habitants, parce que les opérations ne tournent pas, ça ne tourne absolument pas. Donc nous n'arrêtons pas de faire de la pédagogie pour expliquer au maire que c'est pas de sa faute, c'est simplement qu'aujourd'hui il y a des règles, et ces règles sont trop strictes pour sortir des opérations de cette envergure-là, et nous ne pouvons pas répondre non plus à l'économie, parce que nous sommes dans une entreprise aujourd'hui, et on le voit bien, nous, sur le territoire des Herbiers et en Vendée, on travaille beaucoup avec les entreprises pour loger les salariés. Et la demande aujourd'hui des jeunes actifs et des salariés, c'est d'être logés sur leur territoire à moins d'un quart d'heure ou 20 minutes de leur lieu de travail. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous densifions les villes avec des allers-retours en voiture, mais nous oublions de densifier les communes semi-rurales ou rurales. Et là, il faudrait détendre l'atmosphère avec beaucoup plus de possibilités. C'est pas R+2, c'est R+4 plus attique. Tant qu'on ne dépasse pas le clocher de l'église, tout va bien. Donc, à un moment donné, il faut aussi accélérer le mouvement et faire comprendre que la densification fait partie des mesures obligatoires aujourd'hui pour répondre au logement. Et nous pourrons sortir des opérations si le volume est bien présent. Bien, juste à intervenir, Dominique. Tu dis, effectivement, je t'écoute, mais notre problématique en tant qu'aménageur, finalement, ce n'est pas les directives d'État ou encore la volonté des élus municipaux, c'est l'intégration du projet par rapport à l'existant et aux riverains. Or, aujourd'hui, sur un projet à 130 logements, intégrer 3 plots de 30 logements, je crois, en tout, sur du R+2, R+3 plus attique, notre problématique, c'est l'acceptation de ceux qui vont acheter autour. Donc, et pour répondre tu disais, le problème, c'est que notre premier concurrent, c'est les terrains à bâtir. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'aménageurs, ce qu'on préconise dans ce quartier, c'est qu'on va commencer par le collectif. Et on vendra les terrains à bâtir une fois que le collectif sera construit. Ce qui nous permettra de faciliter l'acceptation plus facilement. Parce qu'on a conscience que c'est un vrai sujet pour les opérateurs immobiliers. Oui, et le prix au logement, n'oublions jamais qu'on vend. On a parlé tout à l'heure de chiffres. Il y a un acheteur. Cet acheteur, il peut acheter, tout va bien. Il ne peut pas acheter, ça ne marche pas. On peut lui sortir tous les produits du monde, c'est très clair. Et aujourd'hui, on voit bien que notre problème, de manière générale, les taux nous ont explosé le marché. On voit bien que tant qu'on ne baisse pas les taux et qu'on ne revient pas à des prix de vente plus raisonnables, finalement, aujourd'hui, il y a un bon nombre de clients potentiels qui passent à la trappe. Donc, on voit bien que la BCE doit faire beaucoup plus d'efforts qu'elle ne le fait aujourd'hui. Les banques, excusez-moi, les banquiers, nos amis les banquiers qui sont dans la salle, vous devez faire beaucoup plus d'efforts aussi pour délivrer des prêts auprès de nos clients qui sont acheteurs et qui font tourner nos boutiques et qui font tourner nos artisans et qui eux-mêmes font tourner nos industriels. Car 80% de nos programmes repartent dans l'économie locale. C'est le cas de rupture, ça veut dire qu'on refait tourner la machine que si on vend et on fait tourner la machine en elle-même. Nous travaillons avec Calaï, nous, particulièrement... Vous avez un projet Eclosia Park Eclosia Park à La Roche-sur-Yon, ouais, et dont on a fourni bon nombre de fenêtres aluminium grises passées qui sont en ce moment en recyclage chez vous et qui représentent une grosse partie qui va être recyclée. Je ne sais pas si elles vont revenir sur Eclosia Park, mais en tout cas, elles seront redistribuées dans votre usine ou future usine. Oui. Christophe, le modèle économique de l'économie circulaire, est-ce qu'elle impacte véritablement le prix à l'achat? Comment ce modèle peut-il trouver sa place aujourd'hui dans l'acte de construire? Bon, alors ça, c'est une sacrée question. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en train encore dans le monde industriel à se poser des questions sur la circularité des matériaux, notamment. En fait, c'est complètement has-been, ça, c'est passé. Aujourd'hui, il y a peut-être un moment encore,
un moment à l'échelle de l'humanité où effectivement il y aura peut-être un différentiel de prix, mais en fait là, ça nous dépasse complètement. Je veux dire, là on est en train de parler peut-être d'économie en parlant de circularité, alors qu'en fait, pardon de prendre un petit peu de hauteur, mais en fait on parle de durabilité au sens pérennité de tout ce que l'on fait. Et quand je dis ça nous dépasse totalement, dans le monde de la fenêtre, ce que je connais peut-être un petit peu mieux, si je prends l'exemple, par exemple, du verre, le verre plat, ce verre qui équipe nos menuiseries, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée en 2024, chiffres Valobat, ADEME, etc., mais a priori, fin 2024, alors même qu'on met en place des filières de récupération et de futur recyclage de cette matière, on ne dépassera pas, fin 2024 en France, 4% de récupération et recyclage du verre plat. 96%, je dis bien 96% de tout le verre en Renault, par exemple, qui est démonté et part dans des trous. C'est quoi cette connerie, quoi ? Enfin, pardon, mais c'est totalement aberrant. Alors même que, et là je reviens peut-être à la question économique, refondre du verre plat coûte beaucoup moins cher que de faire de l'extraction de silice de sable pour en faire du verre. On utilise la quantité d'énergie qu'il faut pour faire fondre du verre, pour en faire du verre, est bien moindre, donc économiquement c'est rentable, que de faire fondre du sable. Qui plus est, un sable qui aujourd'hui n'est plus accessible. Qui plus est, qui demande de plus en plus d'énergie pour être extrait, de plus en plus loin, donc plus de transport. Quand je dis que c'est con, c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Donc restreindre la discussion à la stricte économie, c'est dommage. Voilà. Il faut l'élargir en disant, il faut arrêter de taper dans les ressources primaires, alors qu'on a très largement de quoi aujourd'hui utiliser les matières secondaires. Le cas de l'alu est assez emblématique. On a dans le monde aujourd'hui suffisamment d'aluminium qui circule pour n'utiliser que cet aluminium pour alimenter toutes nos industries. C'est quand même assez remarquable. Donc, posons-nous la question. Et comment on convainc un acheteur, justement, Dominique disait, circuit court, remettre un petit peu de pédagogie, de valeur ajoutée, pour convaincre l'acheteur de faire ce choix-là, plutôt qu'un choix... Ça passe beaucoup déjà par la compréhension de ce qui se passe autour de nous, et ce que fait Rupture, ce que font normalement... Alors, ce que font les collectivités, les associations, pour sensibiliser, simplement faire comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, c'est juste essentiel. Et quand on dit, on a une expression que nous adorons chez nous, chacun doit faire sa part, je crois que même Benoît, tout à l'heure, Benoît Fabre l'a dit, en fait, tout seul, on ne fait rien. Donc, et pour que ça bouge dans l'ensemble de la chaîne de valeur, voire au-delà, on a intérêt à avoir des interlocuteurs qui ont compris de quoi on parle. Donc, avant même de les faire rentrer dans l'action, la moindre des choses, c'est peut-être aussi d'être un contributeur de la compréhension. Je donne un petit exemple, et je ne fais pas de pub, mais si, c'est juste pour dire, par exemple, ce que nous allons organiser, ça devait être organisé cet été, puis ça a été repoussé pour des questions d'agenda, à l'échelle, par exemple, des herbiers, de la communauté de communes, avec le club local des entrepreneurs. On va organiser une fresque du climat. Nous allons l'organiser pour le compte de l'ensemble des entrepreneurs des herbiers. L'idée étant toujours de tirer vers le haut, de leur faire comprendre. Et ce n'est qu'après que ça sera tellement plus facile de mettre en mouvement. Vous voyez, d'animer. Animer, c'est mettre en mouvement, d'embarquer les gens avec soi. Qui plus est quand on est un leader, etc. Et donc on reboucle avec ce que je disais tout au démarrage sur la responsabilité qui est la nôtre. Et une petite blague en même temps. Mais je rebondis sur le propos de Sébastien, justement, qui parlait de responsabiliser l'acheteur dans sa démarche. Comment au niveau d'Orion on peut l'envisager? Comment vous l'envisagez? Parce que vous me disiez que vous aviez réalisé une enquête. Alors, oui. Une enquête où on faisait le choix entre menuiserie alu, c'était pas ça, et puis une pièce supplémentaire dans l'acquisition d'un futur logement, et les gens allaient traditionnellement vers... Oui, c'est pas une enquête, mais je disais que l'arbitrage pris quand même dans l'acte d'achat reste le principal arbitrage. Donc effectivement, alors après, pour comment on peut faire, je pense que nous, c'est nos rôles. Enfin, nous, on a des architectes conseils qui sont des fois mal perçus par
le maître-veuve ou l'architecte du client, mais qui sont là aussi pour sensibiliser à la fois l'acheteur et les opérateurs qui vont réaliser son opération sur ces questions d'économie circulaire, d'optimisation énergétique. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de l'aménageur et des collectivités. C'est aussi, je vais prendre un parallèle, on mène un gros travail de réflexion sur la zone d'activité du futur qui nous a été commandé par l'AGLO pendant 3 ans, là, actuellement. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir, on a rencontré toutes les entreprises de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. On a fait des réunions par parc d'activité et on est allé leur expliquer la problématique parce qu'ils en entendent parler à la télé, dans les médias, et on leur a expliqué concrètement comment ça allait s'appliquer localement et comment ça allait se traduire dans les années qui viennent et comment ça allait évoluer. Parce que on sentait bien que, en gros, la première réaction, c'est tout ça, c'est des conneries. C'est pas possible, on continuera à développer nos entreprises comme avant et quand on a besoin de terrain, on aura le terrain qu'on veut. Donc on leur a aussi expliqué que c'était de leur responsabilité de prendre soin de cette matière, cette ressource qui est épuisable, parce que c'est leur avenir demain qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ben voilà, si votre voisin, qui est votre fournisseur ou votre client, entreprise, demain, il veut se développer et qu'il n'y a pas de place pour se développer, donc il ne peut pas se développer, donc il va vous faire moins de commandes. Donc vous allez en pâtir. Une interdépendance. Donc on a une interdépendance du système qui est complète et c'est de la responsabilité de chacun pour le bien collectif. Et c'est ce qu'on a expliqué aux entreprises. Et plutôt, le message a tendance à plutôt bien passer. Après, quand on commence à évoquer des sujets de mutualisation comme des parkings silos pour l'ensemble des entreprises avec des coûts de stationnement qui vont passer de 4 000 à 12 000 euros la place, ça tique. Mais parce qu'on ne sait pas comment l'intégrer dans son modèle économique maintenant. Mais c'est là que je disais que ça va se faire petit à petit. Il faut juste comprendre que c'est inéluctable et qu'il faut commencer à penser l'organisation de ces modèles économiques pour aller vers ça. Et c'est ce qu'on a. Et je pense que c'est notre rôle d'accompagner, de sensibiliser, d'accompagner sur ces sujets. Vous parlez d'accompagnement, Sébastien. Delphine, dans votre autre mission avec The New One, vous accompagnez également des chefs d'entreprise dans ces nouveaux oui. territoires d'exploration et de changement. Oui. Est-ce que vous ressentez cette même sensibilité, cette même... Oui, on le ressent beaucoup. On parle beaucoup de modification de schémas culturels. C'est-à-dire qu'au-delà de la prise de conscience, je pense qu'elle est là. Il faisait 6 degrés ce matin. Il y a des bouleversements qui sont déjà visibles, et je pense que tout le monde a pris conscience qu'il fallait qu'il fallait changer, qu'il fallait faire différemment, etc. Je pense que la prise de conscience est là. Maintenant, le passage à l'acte, c'est beaucoup des modifications culturelles, donc des changements de schémas culturels. C'est-à-dire qu'il faut, quand on pense levier économique, il faut peut-être penser le levier économique, mais aussi le levier les leviers sociétaux. Enfin, c'est des systèmes qui sont à réinventer. Et c'est là où nous, chez The New One, on a ce rôle-là de pouvoir faire que on va accompagner les entreprises, les dirigeants, à accélérer ces modifications culturelles par le levier de la communication et de l'influence. Et c'est des changements qui se font. On travaille par exemple pour une entreprise qui s'appelle Okewin qui fait de l'autoconsommation collective. On parlait d'énergie tout à l'heure. L'énergie, c'est un système culturel qui est très ancré, qui est très présent. C'est-à-dire que c'est un système qui est centralisé avec un acteur qui, je schématise, mais qui produit, qui distribue l'électricité. Aujourd'hui, ce schéma, il explose parce qu'on peut produire et consommer l'énergie que l'on produit. Mais c'est des schémas culturels qui sont tellement ancrés qu'il faut beaucoup travailler sur que tout le monde puisse se mettre autour de la table et se dire on peut faire différemment. Mais effectivement, il faut englober tout le monde. C'est pareil dans la construction. Dans la construction, on a tendance souvent à penser que l'avant, que le pendant, que l'après. On met l'acheteur de côté souvent en se disant mais il est en bout de chaîne et finalement si l'acheteur on lui donnait une place un peu différente
et qu'on pensait la construction vraiment dans son ensemble, y compris l'après avec l'acheteur. C'est vrai que c'est des schémas, voilà, et c'est ce qu'on fait. C'est des choses qui sont pas faciles, qui prennent du temps et qui impliquent. Quand même sur ces leviers d'influence. Oui, on sent, et nous, notre travail, c'est de faire que justement le politique puisse parler aux dirigeants, que le consommateur puisse parler, enfin, que tout le monde puisse se parler, que ce lien se fasse pour accélérer ces nouvelles manières de faire. Oui. L'économie circulaire se conjugue donc bien avec la réhabilitation. Vous avez employé un mot lorsqu'on avait un peu préparé cette conférence qui m'a un peu touché, on dira, mais qui correspond assez bien, qui est le mot de réparabilité. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure en disant chacun faire sa part, mais est-ce que vous pouvez développer ce terme de réparabilité? Oui. Réparabilité. Oui, monsieur. J'ai dit ça. Oui, monsieur. J'ai noté tout de suite. On ne parlait pas de réhabilitation, non? Non, alors non. Moi, je parlais de réhabilitation en lien avec l'économie circulaire, et vous m'avez dit, mais vous le savez très bien, vous m'avez dit, je trouve que le terme de réparabilité conviendrait bien, je le dis. Ce sera un mot à... C'était à quelle heure? à utiliser. Oui, mais Dominique pourra rebondir là-dessus. Il était tard. Voilà, justement. Là, mais franchement, c'est un piège. C'est vrai. Bon, oui, parce que on parlait de quoi à ce moment-là? C'est entre la nous, réhabilitation, hein. ouais, c'est entre nous. Excusez-nous. Hein. Oui, voilà, continuez. Non, mais la réparabilité vient d'une ancienne tradition qui consiste à dire, je fais 5 minutes de philosophie, que Dieu a créé un monde imparfait et que c'est aux hommes de le réparer. Voilà. C'est ce qu'on appelle le tikkun olam dans la tradition hébraïque, sur laquelle, voilà. Et je trouve très intéressant que dans le domaine de l'économie circulaire, chacun faisant sa part, chacun puisse trouver effectivement, dans un monde imparfait, de trouver des solutions pour améliorer. Et c'est pour ça que ce terme de réparabilité me convient. Ça peut nous emmener forcément très très loin, parce que ça touche aussi à des notions de régénération. Oui. Si vous êtes peut-être certains d'entre vous dans leur propre sphère économique concernés et possiblement par de la réparation, de la régénération. Dans notre cas, c'est très 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 compliqué, surtout dans le monde, on va dire, industriel, parce que quoi que l'on fasse, on peut minimiser, parce que c'est la base de la base de notre impact. De là aller jusqu'à réparer, là on est sur quelque chose qui est... ouais, c'est vrai, c'est quasi philosophique aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est quand on met ça sur le plan de la vision, de dire c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous pousse à réfléchir à ce que ça pourrait être réellement. Mais de façon beaucoup plus court terme, pragmatique à notre échelle, la réparation, etc., elle touche, on pourrait dire, à la rénovation. Enfin, le quelque chose, c'est là où on doit vraiment travailler. Et Dieu sait qu'à très court terme, on peut faire bouger énormément les lignes. Alors, et nous qui sommes effectivement très, très, très axés sur l'ensemble des trois marchés, mais beaucoup sur la rénovation, avec beaucoup d'innovation autour de ça, on sait à quel point aujourd'hui, le mode constructif qui donne, qui permet peut-être de débloquer des situations, surtout lorsqu'on dispose de bâtiments qui aujourd'hui ne servent plus. Aujourd'hui, l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale d'un bâtiment tient évidemment à son emprise foncière, d'abord, et puis ensuite à la carcasse même du bâtiment. Nous qui sommes dans le second œuvre, on ne peut que pousser à rénover au maximum. Et c'est vrai que les chiffres nationaux sont quand même éloquents. On parle de dizaines de millions de logements qui sont à rénover. Et ça nous ferait un bien fou d'avoir un vrai push de la part des pouvoirs publics pour pouvoir accélérer cette chose-là. La semaine prochaine, il y a un salon auquel on prend part et on va prendre la parole qui s'appelle Energy Meeting et qui est à Lyon, au cours duquel on va beaucoup insister là-dessus. Et en fin de compte, c'est ce qui compte le plus pour nous, et ça touche peut-être à notre on va dire, notre feuille de route RSE, notre feuille de route durabilité, c'est de penser bien-être d'abord. Voilà. Le logement, c'est pour se mettre à l'abri des conditions climatiques. Donc on est très bien placé quand Benoît l'a dit aussi, quand on a une
baie vitrée, une fenêtre, on se préserve du vent, on se préserve de la pluie, bien sûr, un peu, parce qu'elle est latérale, mais on se préserve des coups de chaud et des coups de froid. Et de plus en plus, on va parler surtout du confort d'été. Mais lorsqu'on prend de la hauteur, en fait, ce qui compte, c'est le bien-être. Ce qu'on recherche, c'est du bien-être. Or, si on se dit que pour le même résultat de bien-être dans son logement, eh bien, j'ai moins impacté, j'ai moins prélevé, etc., j'ai une empreinte sociétale, environnementale, pour finalement le même résultat, c'est ça qu'il faut vraiment aller chercher. Vous m'avez emmené loin parce que c'est un philosophie. Mais c'est bien une conférence qui mêle pragmatisme et philosophie. La réhabilitation, Dominique, au sein du groupe Duret, comment vous l'envisagez ? Alors d'abord, moi je voulais parler Ecclesia Park, tu m'as lancé la perche tout à l'heure. Oui, je reviens dessus. Pardon, tu m'as dit tu parleras d'Ecclesia Park. Je viens en parler. Donc moi j'avais préparé mes notes, donc je tiens à les dire. Non, mais je blague. Un instant promotionnel. Il faut savoir le remettre à sa place. Quelques slides, donc une vidéo bientôt va apparaître. Oui. Non, Ecclesia Park, je voulais juste repréciser, on avait 6 hectares, 11 000 mètres carrés de bâtiments. Une école, donc en plus des garagistes, donc vous imaginez de l'huile, des fosses, enfin beaucoup de pollution. Donc et pour 34 000 mètres carrés de SP. Alors, on va créer 700 logements. Et aujourd'hui, la déconstruction, ça coûtait 825 000 euros. Et à peu près 40-45 000 euros en plus, 900 000 euros. On n'a fait aucune économie. Ça n'a pas généré une économie de mettre le bois de côté, l'isolant, l'aluminium et même les ouvertures PVC qui ont été aussi envoyées en recyclage. On a envoyé 220 menuiseries chez Caline, donc à la nouvelle usine. Donc aujourd'hui, on a obtenu des subventions là-dessus, mais ce qui est très important, c'est que les gravats sont restés sur place. Mais on a vu, il y a eu une petite difficulté, on a fait appel à Rupture, on a travaillé ensemble. Voilà, il y a des choses qui sont reparties, les menuiseries très bien. Le bois, personne n'en voulait. C'était de la matière, on donnait la matière. Et on a fini par la donner. Ils ont embarqué la matière, ils ont fait des petits granules. Donc ça a été reconverti. Et puis les menuiseries PVC aussi sont partis, ont fini par partir aussi. Mais on voit bien que c'est très difficile alors qu'on donnait la matière, on ne la vendait pas. L'idéal, ça aurait été de la vendre pour récupérer une partie de la somme et quelque part, là, on fait tourner l'économie. Et moi, je voulais juste rajouter, et puis c'était en lien avec Rupture, il y a un réseau aussi en Vendée qui s'appelle Réseau Entreprendre Vendée. Moi, je suis une entreprise, des jeunes, qui récupèrent du cuir de vos chaussures, des sacs, Vuitton, Dior, il y a des usines Longchamp aussi dans le coin, et qui recyclent ce cuir et qui en font des panneaux de décoration ou d'isolant. Et c'est une jeune entreprise, et voilà, je les suis depuis 2 ans dans le cadre des réseaux Entreprendre Vendée. Cette jeune entreprise, on les aide, ça fait partie du système vendéen, à devenir des chefs d'entreprise et puis à les mettre sur les rails. Et c'est de la matière première gratuite. Il faut savoir que cette matière première part dans les poubelles. Et il y a un exemple sur les herbiers, un deuxième exemple. Tout ce qui sert à cercler les palettes, les plastiques, tout ça c'est balancé. Alors, je crois que chez Calagne, il y a aussi, ou chez Westalu, une récupération. Il y a une jeune entreprise suivie par Réseau Entreprendre Vendée. Ils récupèrent tous ces plastiques et c'est gratuit, parce que vous payez sinon pour les faire éliminer. Et ils les transforment en Lego de construction. Et là, il est en train de faire des piscines en Lego et développer son marché. Et il est suivi par Réseau Entreprendre Vendée, 4 chefs d'entreprise, 2 chefs d'entreprise. Et c'est parti derrière. Donc, vous voyez, les initiatives, il y en a plein. Il y en a plein, il y a plein d'exemples. À l'échelle du territoire, quand les entreprises se parlent entre elles. Voilà, c'est pour ça. Et elles se parlent en Vendée. Elles se parlent en Vendée. Donc sur Ecclesia Park, je reviens dessus, nous, c'était l'origine de démolir, de faire quelque chose de vertueux sur un parc de 6 hectares et d'avoir 3 hectares de verdure. Aujourd'hui, ce quartier, c'était un peu fastidieux avec la crise. On a relancé le sujet et puis on l'a relancé en copromotion avec Laurent Gourdon, que j'aperçois dans la salle, avec Bouygues Immobilier. Une totale collaboration, car dans cet esprit d'ouverture, nous nous sommes ouverts sur nos confrères et pour ouvrir le champ des possibles. Car à un moment donné, seul, peut-être qu'on avance plus vite, mais on avance moins loin. Et donc, aujourd'hui, notre possibilité à tous, c'est d'ouvrir nos chakras et d'ouvrir toutes nos entreprises à toutes les initiatives possibles.
Delphine, c'est un modèle typiquement vendéen ou c'est un modèle que vous constatez qui s'exporte aujourd'hui à l'échelle d'autres territoires? Non, heureusement, là, j'enlève ma casquette chauvine vendéenne. J'avais envie de dire c'est que vendéen, mais non, heureusement, il n'y a pas que sur le. C'est moins bien fait ailleurs. Non. Ouais. Non, mais il y a plein des initiatives en matière d'économie circulaire, des initiatives, et c'est là quand on travaille un peu avec notamment les écoles, les incubateurs d'écoles, quand on travaille avec, il y a plein d'associations comme nous partout en France, et c'est tant mieux. Et il y a beaucoup d'initiatives. Après, toujours le problème de ces modèles, de ces entreprises qui se créent à partir effectivement de l'économie circulaire, c'est de trouver le modèle économique derrière. Donc, effectivement, la petite particularité vendéenne, c'est effectivement cette solidarité un peu vendéenne, c'est-à-dire que pour leur donner de l'impulsion, souvent on peut compter sur d'autres entreprises vendéennes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions ou dans d'autres départements où quand ils sont face à des financeurs, ils ont beaucoup de mal à valoriser le modèle de l'économie circulaire, enfin d'un modèle d'économie circulaire. Il y a une entreprise notamment qui est membre de Rupture, qui est basée à Angers, qui s'appelle Revisite, et elle récupère le mobilier de fourniture des bureaux, et elle le remettent en condition pour leur proposer. Et là, elles sont en plein développement, et forcément, elles ont besoin de fonds pour assurer leur développement. Alors là, les levées de fonds sont parfois compliquées pour ce modèle, parce que quand on va voir un financeur avec un modèle d'économie d'entreprise basé sur l'économie circulaire, on rentre pas forcément dans les grilles. Alors ça change, les banques, les financeurs changent. Et c'est tant mieux, mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de mettre en face le modèle économique. Christophe, vous souhaitiez... Juste pour rebondir là-dessus, ça y est, je me souviens de la réparabilité. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. On y reviendra peut-être après. J'ai une idée. Non, c'est difficile de parler bâtiment sans pour autant juste au moins citer qu'il y a une réglementation qui nous aide normalement beaucoup, qui est depuis 2020 la loi GEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui a fait qu'on a accéléré sur le déploiement des REP, les fameuses REP, responsabilité élargie des producteurs, dont la fameuse REP que j'espère tout le monde connaît ici, puisqu'on est dans le monde du bâtiment, qui est la REP PMCB, produits, matériaux de construction, et de l'éco-organisme qui a le nôtre, qui est Valobat. Aujourd'hui, c'est 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment qui ne sont pas des déchets, qui devraient être essentiellement des nouvelles matières premières. Voilà. Et ce qu'on dit ici, avec des jeunes pousses, qu'elles soient vendéennes ou autres, qui se créent, c'est jamais pour aider en fait à trouver une solution pour que ces fameux déchets, entre guillemets, pourvu qu'ils soient triés, et Dieu sait que ça fait hurler le monde du bâtiment et des artisans certains, de devoir trier. Alors c'est juste la base, le tri. Après, il faut massifier, il faut être en capacité de transporter sur des distances les plus courtes possibles, donc financer peut-être des moyens de, par exemple, recycler à un endroit, alors que on prenait l'exemple du plastique avec notre ami commun qui est aux herbiers, qui recycle du polypropylène. Si on dire il y a un moyen de recycler ça en France, mais c'est en Lorraine, c'est une aberration complète. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est également être en capacité de financer tout ça. Et aujourd'hui, c'est juste un petit rappel, ce sont les fabricants aujourd'hui qui payent une éco-contribution. Nous payons une éco-contribution qui est en augmentation et qui permet quelque part de financer toute cette mise en place de cette REP, de façon à ce que dans un avenir le plus proche possible, les déchets qui ne reviendront pas dans la circularité deviennent ultra minoritaires. Je lisais, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le Capital Vert, aux éditions Odile Jacob, il faut pas de publicité, mais qui disait plutôt que de taxer les entreprises pour promouvoir l'économie circulaire, mieux vaut intégrer le coût des ressources naturelles et du recyclage dans l'ensemble des produits et services.
C'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire là. Oui, et le penser dans le temps, sur le temps long, la transition coûte, elle va coûter de l'argent, et c'est en ce sens qu'on a besoin aussi des pouvoirs publics aussi, et de l'aide de tout le monde, voilà, pour qu'à un moment, effectivement, ce ne soit plus une taxe, mais ça devienne au contraire une opportunité. Moi, j'ai un exemple que je connais d'une vie antérieure autour du PET, vous savez, la matière qui est celle des bouteilles en plastique. Avant la mise en place de la REP, Citeo, vous savez, la REP, les sacs jaunes, en fait, cette matière coûtait beaucoup plus cher que le PET natif. Ça s'est complètement inversé avec la mise en place des filières, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est gagnant. La planète au sens général, parce qu'on arrête de prélever dans les énergies fossiles de quoi faire du plastique, et d'autre part, on a un débouché qui est rentable et qui fait tourner une filière avec ce que ça veut dire en termes d'emploi, etc. Économie circulaire, donc philosophie, on peut aussi poser des questions. J'imagine que certaines vont émaner de la salle. En tout cas, n'hésitez pas, on peut parler aussi de consommation foncière. Sébastien en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions à l'attention de nos invités? Des questions? Avant que Jean-Alain perde complètement son micro. Ah oui. Oui. Pas de questions. Alors là, franchement, je suis étonné parce vous me sciez. Le sujet est si vaste. Hein, c'est ça? Et je pense que on aurait pu faire une conférence, très franchement, lorsque je l'ai préparé, on aurait pu faire une conférence avec chacun des membres ici présents. Donc j'imaginais laisser un petit peu de temps aux questions-réponses. Et Bertrand, tu as sûrement une question. J'ai pas vraiment une question, mais plutôt une... Ah, il y a une question. Voilà. Très bien. C'est toujours la première question qui coûte après. Merci, Hugo Leun, ProCivis Ouest Promoteur. C'est plutôt une question concernant Durée et l'éco-quartier, du moins le quartier que vous faites à La Roche-sur-Yon. Le réemploi dans le projet, qu'est-ce que vous avez réussi à réemployer dans les nouveaux programmes que vous faites ? Aujourd'hui, les gravats. Les gravats sont restés sur place et voilà. Aujourd'hui, ce qui est programmé, c'est le gravat. Tout le reste est parti. On pensait le laisser sur place, mais évidemment, les menuiseries, il faut que ça reparte. Par contre, nous avions une volonté, c'était qu'elles repartent, mais pas dans l'est de la France. Et c'est resté quand même sur le territoire, on va dire, du département ou des Pays de la Loire. Donc c'était ça aussi qui était important, c'était de pas avoir des allers-retours de camions, démolir et puis finalement recycler et réemployer. Et puis nous avions programmé un bâtiment, mais finalement nous l'avons éliminé. Un bâtiment, c'était l'internat, qui était là cette fois-ci réparé, le vider et puis le rendre réaménagé bien sûr à l'état neuf et en faire des logements. Mais finalement dans le lot c'est des questions de coût. La réhabilitation, très bien, mais ça veut dire que quand la réhabilitation dépasse le prix, évidemment, du neuf, vous posez la question qui va avec, puisque vous augmentez le prix du logement. Tout ça pourquoi ? Pour la bonne cause, mais l'acheteur, lui, il peut être sensibilisé, mais sa sensibilité est limitée à son portefeuille, quelquefois. Donc, il veut bien sauver la planète, mais quand ça lui coûte, il commence à se poser des questions. Donc nous, on a un objectif, c'est de vendre. C'est toujours le même paradoxe. Donc il faudrait pouvoir recycler, réparer, mais avec des prix très raisonnables. Et peut-être continuer à travailler dans ce sens-là, en tout cas. Sébastien. Oui, je veux bien réagir à votre question, puis à ce que tu dis, Dominique. Quand on parle de réparabilité, on est sur une notion de on prend un matériau, on le répare et on le remet soit sur le même bâtiment, soit ailleurs. Mais il y a aussi de conserver ce qui peut être conservé dans l'existant parce que ça reste en bon état. Et de revenir réparer, remplacer ce qui est en mauvais état. Et on parle du coup, tu en parlais tout de suite, mais nous on a une expérience récente où la problématique ça a été les assurances. Ça a été de comment avoir une décennale. On est un parc d'activités qu'on est en train de requalifier. Il y a 70 000 m² de bâtiments. On travaille pour un investisseur privé. On voulait garder les dalles, parce que vous comprenez que 70 000 m² de dalles béton sur des portances jusqu'à 10 tonnes, quand il faut les enlever en termes de environnementalement parlant,
ça va être un non-sens. Et en plus, ce n'est pas une nécessité. Sauf qu'on a été obligé de faire marche arrière parce qu'on se dit, remettre des charpentes, refaire un habillage sur des dalles qui ont 30 ans, on n'aura pas les décennales. Et donc le promoteur, il dit, bah, si je n'ai pas de décennale, mon produit il est invendable. Et pourtant, on vendrait moins cher. On serait performant, mais on a un problème d'assurance. Donc c'est quand même toute la chaîne de la construction qu'il faut associer à ces grands changements. Et il ne faut pas oublier tous ces corps de métier qui ont une importance avec un contexte forte. Législatif aussi qu'il faudrait modifier. Qu'il faudrait modifier, qu'on oublie un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur les RE 2020, on travaille sur les matériaux, on travaille sur la façon de travailler, la façon de poser, mais on ne travaille pas beaucoup sur ces à côté, des assurances, etc. finalement. Et il y a des opérateurs qui ont des mal à avoir des dommages ouvrages. Enfin, c'est compliqué de... Enfin, nous, on n'est pas qu'aménageur, on est bailleur social, on construit aussi. Donc, on sait ce que c'est que de l'acte de construire. Et on sait que des fois, on a beaucoup de mal à obtenir des dommages ouvrages sur des réhabilitations. Beaucoup de mal. Et on a fait des chantiers sans dommages ouvrages. On n'a pas réussi. Donc, ce n'est pas très confortable. Ça n'incite pas à aller vers la réhabilitation et la rénovation. Merci pour cette question qui entraîne une réponse gigogne. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Juste pour reprendre la question de la réparabilité, parce que pour vous, non, il y a une grosse frustration de ma part. Oui. Est-ce que je me rassois pour... De manière assez universelle, ça touche au concept d'éco-conception de nos... Alors là, pour le coup, de nos menuiseries, mais également des bâtiments, etc. C'est faire perdurer le plus longtemps possible. Alors, on parle de durabilité, soutenabilité, mais en français, jouons avec les mots durabilité, c'est oui, soutenable de façon générale, et puis durer dans le temps. Et la meilleure façon de durer dans le temps, effectivement, c'est de mettre tous, autant que nous sommes, et notamment chez les fabricants, des produits qui soient réparables. Et c'est un changement très très profond, parce que en fait, lorsque vous faites de la conception, vous êtes plutôt sur la performance technique immédiate au moment où vous allez le poser, l'innovation, etc. Mais se poser la question, comme c'est le cas par une menuiserie, à 25 ou 30 ans de notre capacité à le réparer de manière simple, accessible, c'est un challenge extraordinaire. Franchement, pour les gens de l'Inno-Réno, c'est vraiment quelque chose de très important. On va mettre un taux de réparabilité sur nos logements, finalement, comme pour certains produits de grande consommation. Ce serait l'idéal. En fait, c'est exactement ça, ce qu'on a aujourd'hui, qu'on voit apparaître de façon quand même encore assez molle, ne serait-ce que l'électroménager, alors que ça existe. Franchement, regardez, allez chez telle et telle enseigne et allez essayer de trouver la machine qui va bien, qui soit hyper réparable, simplement par le gars du coin et non pas l'envoyer à l'autre bout d'Europe pour faire réparer, alors que ça existe. On a besoin que tout le monde fasse sa part. Donc, y compris, par exemple, le magasin qui joue le jeu complètement, ou la grande enseigne, qui, en fait, on n'en a strictement rien à faire. Ça imposerait de changer complètement les règles des garanties. Ouais. Il y a des sujets de rupture sur les DO, sur les assurances. Effectivement, là-dessus, voilà, on va demander à tout le monde d'être en rupture sur le sujet. Hein. Pardon, j'utilise. Rupture, réparabilité et interdépendance. Ouais, évidemment. Moi, il y a juste un chiffre que j'ai le droit. J'ai le droit. Christophe nous a donné un chiffre, les 4% de vitrage recyclé. Donc, on va tous prendre notre part pour faire en sorte d'aller à 100%. Mais ça ne suffira pas, je le dis. Hein. La circularité, très bien, mais on sait, on ne fait pas que réhabiliter, on construit aussi. Donc, il faut aller chercher de la matière première ailleurs. Un exemple, et je pense que c'est intéressant, je pense à celui-ci, c'est sur certains pavés dont on a besoin. On peut utiliser les coquilles d'huîtres pour faire des très beaux pavés. Je pense que le sujet, au-delà des ruptures sur les outils, sur les normes, sur les modes de fonctionnement, il y a aussi la connaissance de toutes ces initiatives. Donc, moi, je propose simplement qu'on puisse, au sein de l'OMA, faire partager des initiatives, des moyens de mettre en œuvre l'économie circulaire et les nouvelles technologies, parce qu'il y aura besoin, pour un territoire, on va avoir besoin d'accueillir de nouveaux habitants, de faire du neuf. Ce ne sera pas simplement que du recyclage. Donc il faut trouver les deux. L'OMA, avec Rupture, pourra créer des synergies.
Absolument. Il faut qu'on trouve des synergies. L'entreprise qui fait les pavés drainants à base de coquilles d'huîtres est membre Rupture. Ça s'appelle Alégina. Ils sont Voilà. vendés. Oloma, entreprise de networking et de réseautage. Merci. Merci à tous, à nos invités. Merci à vous. Merci. Jean-Alain, le mot de la fin. Tu voulais le mot de la fin? Non, tu veux pas le... C'est bon? Déjà, voilà. Tu as remis un deuxième mot de la fin sur le mot Pardon. de la fin. On se retrouve tout de suite autour d'un verre et de quoi déjeuner. Et je rappelle la visite à 14h pour ceux qui le souhaitent. Merci de votre attention. Merci, madame. Merci, messieurs.